nous abordons notre 17e cours, et nous poursuivons notre travail sur les maisons, puisque nous avons commencé au 16e cours à interroger 4 maisons principales qui entourent l'ascendant et le descendant, tel que vous le voyez sur cette représentation purement imaginaire. La maison 1 qui fait face à la maison 7 et la maison 12 au-dessus de l'ascendant qui fait face à la maison 6. Et nous avons suivi pour cela le travail, l'interprétation, la vision de Madame Sant'Agostini, astrologue dont je répète qu'elle conserve toute mon estime malgré tout ce qu'il a pu s'écrire sur l'astrologie depuis qu'elle nous a quittés. Alors nous poursuivons ce travail avec Sant'Agostini, puisque, comme le dit André Siegfried dans ses conseils à un étudiant, quand on aborde un auteur nouveau, il ne faut surtout pas l'aborder en s'appuyant sur les conceptions, les notions, les connaissances que nous avons par ailleurs. Nous lui faisons obstacle. Nous bloquons la compréhension que nous pouvons en avoir. Ce qu'il nous faut, c'est nous abandonner, nous laisser prendre par la main et suivre son itinéraire, sa démarche. Et puis nous voyons bien à la fin si elle nous convient ou si elle ne nous convient pas. Mais en attendant, pour bien la comprendre, il faut s'abandonner, s'ouvrir et suivre le processus qu'elle a suivi. Donc le processus qu'elle a suivi consiste à vous présenter les maisons par groupe de 4, au-dessus, au-dessous de l'ascendant, je viens de le dire, 1, 7, 12, 6. Ensuite, elle passe à la vision que voici, que je vais vous présenter ici. Alors, là j'ai mis du rouge, et bien là j'ai mis du vert. Et vous voyez qu'il s'agit des 4 maisons qui entourent le milieu du ciel. La maison 10 qui fait face à la maison 4, la maison la maison 9 qui fait face à la maison 3. Alors auparavant, on fait une petite révision. On a vu qu'à l'ascendant, nous avons le mois. Il faudrait bien sûr expliciter, mais je l'ai fait dans le cours précédent, ce n'est pas la peine d'y revenir. Disons, les tendances profondes du mois se dessinent dans cette maison 1, qui est juste au-dessous de l'ascendant. En face, ou de l'autre côté plutôt de l'ascendant, au-dessus de l'ascendant, nous trouvons la maison 12, que nous avons qualifiée comme étant celle où le mois rencontre des épreuves. Des épreuves qui lui sont souvent imposées par ses propres tendances. Mais nous y reviendrons en situation quand nous analyserons des thèmes. En face, nous avons le descendant. Le descendant, c'est le point de contact avec les autres. Les autres, en règle générale. Le non intégré, ce qui fait partie du monde extérieur, les autres que nous rencontrons dans la vie quotidienne, et puis aussi ce que les autres peuvent nous apporter ou au contraire nous opposer. Alors, à la maison 7, entre le descendant et la pointe de la maison 8, au-dessus du descendant, donc, c'est le moi en contact avec les autres et tout ce que ça peut favoriser comme déplaisir et plaisir, comme réussite et échec, comme opportunité et blocage ou problème. Bon. Et puis de l'autre côté, nous avons la maison 6, le moi, qui se forme par le contact avec les autres. C'est juste là où peut-être j'amènerai une petite, je ne dirais même pas une rectification, parce que ce serait bien prétentieux de ma part, mais une observation personnelle. Je pense plutôt que la maison 6 est une maison de préparation à rencontrer les autres, en s'auto-perfectionnant soi-même, en essayant de cultiver ses propres qualités, de les amener à un point de perfection, un mot qui est très en relation avec maison 6 et avec le 6e signe, la Vierge, parce que nous allons rencontrer le monde extérieur et que nous devons être au mieux de notre forme. Bon.
Donc ces quatre maisons étant vues, 1, 12, 7, 6, nous passons aux maisons qui entourent le méridien, cette grande ligne verticale qui coupe le zodiaque en deux, plus ou moins penchée sur l'horizon, plus ou moins verticale, étant donné le moment de l'année où nous observons le ciel. Bon, je ne reviens pas à ces notions-là, elles ne nous intéressent pas. D'abord, nous dit Sant'Agostini, Agostini, il nous faut nous rappeler que les configurations, qu'elles soient dissonantes ou harmoniques, qu'elles nous paraissent dissonantes ou qu'elles nous paraissent harmoniques, marquent aussi bien le psychisme que les événements. Alors il y a des astrologues qui voient surtout dans une carte du ciel l'empreinte d'un psychisme, une personnalité, il y en a d'autres qui ne voient que des événements. D'ailleurs, c'est l'astrologie qui était la plus courante autrefois. Hein. Vous allez rencontrer un tel, vous allez faire ceci, il va vous arriver cela. La personne là-dedans disparaissait derrière les événements qui lui arrivaient, on ne sait trop comment. Bon. Mais si elle marque bien les événements, c'est parce qu'elle marque d'abord le psychisme. Nous allons vers ce qui nous ressemble. Nous créons autour de nous les conditions propres à nous manifester, à manifester les forces latentes qui sont en nous. Situées sur la ligne d'horizon, les configurations marquent le psychisme. C'est pas étonnant puisque c'est l'axe de la personnalité, l'axe du moi, l'axe de l'ego. Situées sur le méridien, ces mêmes configurations, quand elles apparaissent, quand il y en a, des planètes, des corps célestes, jouent davantage sur les circonstances et les événements. La destinée, en gros, en très schématique. Or, dans la vie humaine, nous avons tous deux sortes de réalisations. D'abord, réaliser notre vie sociale et réaliser notre vie familiale. La réalisation sociale, vous savez, il y a mon AVC qui me travaille, alors j'arrive pas toujours à bien prononcer les mots, mais je sais que vous m'excusez, appartient au symbolisme solaire. Le soleil, c'est effectivement l'image que j'ai de moi-même et que je donne aux autres. Et très souvent, comme je vous le disais par ailleurs, les gens disparaissent derrière leur soleil. Ils sont entièrement dans la représentation. Je pense aux acteurs, je pense aux hommes politiques. Mais quelle est la véritable personnalité, le fond de l'âme, les reins et les cœurs, comme diraient les Écritures, derrière cette apparente lisse et solaire, toujours souriante, on ne le sait pas. Quel est le véritable homme Macron derrière le président? Quel est le véritable homme Mélenchon derrière le trublion? Quelle était la véritable Marilyn Monroe derrière le sex symbol? Il faut fouiller pour essayer de savoir et essayer de rencontrer la personnalité profonde. La relation au foyer, l'autre forme de réalisation familiale, elle appartient bien entendu au symbolisme lunaire. La lune depuis tout le temps a été plus ou moins le symbole du groupe, de la femme, du foyer, de la maison, des origines, de la matrice, de l'utérus maternel, etc., etc. La zone solaire du soleil, c'est le jour, bien sûr. La réalisation sociale sera donc OMC, au milieu du ciel, en haut du thème. La zone lunaire, c'est la nuit. Nous savons que l'horizon ascendant-descendant coupe le thème, la carte du ciel en deux zones, la zone solaire et la zone lunaire, le jour et la nuit. La réalisation au foyer sera donc au fond du ciel, et c'est là où nous approchons le plus de nos origines, de nos sources, de nos racines. Et donc théoriquement, des valeurs véhiculées par notre famille. Donc, en résumé, le jour égale soleil, égale la vie sociale, égale réalisation sociale, c'est le milieu du ciel.
La nuit égale la lune, égale la mer, la femme, et la réalisation au foyer, au fond du ciel, en bas du thème. À partir de ces notions, nous avons déjà rencontré l'essentiel des maisons 4 et 10. L'axe 4-10, c'est famille, situation sociale. Réussite sociale à la 10, réussite ou non familiale à la maison 4. Et puis nous allons voir aussi plus tard la maison 3 et 9 et ce qu'elle nous indique. La maison 10, donc celle-ci, vous voyez en vert, hein, M10, se situe juste avant le milieu du ciel. N'oublions pas que dans le mouvement apparent de rotation de la Terre, du zodiaque autour de la Terre, les planètes semblent monter, culminer, redescendre au cours d'une journée de 24 heures. Donc, la maison 10 apparaît avant l'arrivée au milieu du ciel. Elle est en carte de feu. Je vous ai montré une correspondance des 4 tempéraments de Galien avec les 4 cartes zodiacales, les 4 cartes qui composent, où on peut réunir, diviser et réunir les 12 maisons. Donc la carte de feu est en relation avec la vie, avec l'action. La maison 10, c'est donc la tendance à plus de vie, la lutte pour la réussite sociale, le désir d'élévation dans la vie sociale, l'ambition, peut-être aussi la vocation. Mais c'est aussi cette réussite elle-même, ou non réussite selon les planètes, les signes et les aspects. La position sociale du sujet, les honneurs qui s'y rattachent. Liée au milieu du ciel, elle représente, symboliquement bien entendu, le milieu de la vie, la réussite que nous obtenons généralement à l'âge mûr. Je n'oublie pas que certains génies, certaines exceptions radicales obtiennent cette réussite et cette reconnaissance sociale bien avant le milieu de la vie. Je pense à Schubert et à Schumann, et à Mozart. Schubert est mort à 31 ans. Qui ne connaît pas Schubert? Même les non-mélomanes. Qui ne connaît pas Schumann, qui est mort à 43 ans? Mozart, qui est mort à 35 ans. Quel est cet auteur aussi, ce compositeur baroque qui est mort aux alentours de 28 ans? Son nom me reviendra, il est en train de m'échapper. Qu'est-ce que vous voulez, dans certains thèmes, les événements se précipitent. Et il y a des indications dans le thème qui nous montrent une réussite, prématurée, qui malheureusement précède de peu la mort, la chute, la disparition. La maison 10, 10e maison, correspond bien entendu, analogiquement, au 10e signe. Le 10e signe, c'est le Capricorne. Le Capricorne avec ses valeurs d'ambition, de persévérance, de sérieux, de sens des responsabilités qui s'attachent au fait de vouloir occuper le sommet et d'être le responsable suprême. En bas, en face de la maison 10, nous trouvons bien sûr la maison 4. Elle se situe juste avant le fond du ciel. Elle est en carte d'eau. Dans l'ordre quotidien, diurne, elle se situe effectivement au moment où le soleil arrive dans la zone nord la plus profonde du thème, avant de remonter vers l'horizon. Donc elle se situe avant le fond du ciel. Donc la carte d'eau qui est en analogie avec la force latente, intime, la force profonde, la race, la souche, les origines, les sources profondes, etc. etc. Bon. Toutes ces notions ont toutes un lien de correspondance et d'analogie entre elles. En maison 4, nous avons le foyer familial, alors soit celui qui nous a accueillis, soit celui que nous allons construire,
avec tout ce que harmonique il a d'intime, de paisible, de profond, avec tout ce qu'il nous donne pour l'épanouissement de notre sensibilité. Le foyer familial, c'est le lieu où tous viennent réparer leurs forces, se nourrir, se réchauffer, se rassurer, se faire protéger, où normalement on est heureux, où l'on jouit de la vie, du calme et de la vie intime, quand on n'a pas des parents sadiques ou une famille fonctionnelle, c'est encore autre chose. Par extension, avec cette notion de groupe, de famille, de milieu protecteur, la maison GAD, c'est aussi le sol de la patrie, chose qu'on oublie terriblement actuellement. Le pays où l'on vit, nos racines, nos sources, notre culture, tout cet héritage énorme de civilisation qui nous précède et auquel nous avons accès simplement nous donnant la peine de naître. Ce sont les réalisations matérielles du foyer aussi. Donc les maisons d'habitation, les propriétés, les possessions mobilières et immobilières. La maison 4 paraît donc particulièrement sympathique, si elle est harmonique, bien sûr, ça dépend des corps célestes qui s'y trouvent et des rapports que ces corps célestes entretiennent avec le reste du thème. Dans le cas contraire, ce paradis peut devenir un enfer, et quand on connaît la vie de certains enfants transbahutés de foyer d'accueil en foyer d'accueil, maltraités, violentés, battus, on se dit que cette maison 4 peut présenter de terribles aspects, ou tout au moins un pénible purgatoire. Ou toujours, c'est les planètes et les aspects qui nous donneront un certain nombre d'indications là-dessus. Donc la maison 4 correspond au quatrième signe, analogiquement et symboliquement. Le quatrième signe, c'est le cancer, la mère, le foyer, les origines, la source, et je ne vais pas recommencer ma litanie. Alors, nous avons donc vu l'axe 4-10 qui entoure, qui précède le milieu du ciel et qui précède le fond du ciel. Toujours dans l'ordre diurne, la montée, la roue du zodiaque qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et qui entraîne les planètes avec elle, nous rencontrons l'axe 3-9. 9 ici, en haut du thème, de l'autre côté du milieu du ciel, 3 ici, maison 3, tout de suite après le fond du ciel, toujours dans l'ordre diurne. Dans l'ordre des maisons, bien sûr que la 3 apparaît avant. Peut-être qu'on aura quelques mots là-dessus, ce double mouvement. Mais dans l'ordre d'une, dans l'ordre des choses, telles qu'elles nous apparaissent, la maison 3 arrive après la maison 4. L'homme est un être pensant, nous dit Madame Sant'Agostini, qui n'a pas oublié ses leçons de philosophie, et puisqu'elle cite « Je pense donc je suis ». Elle a lu Descartes, visiblement. On comprend donc que sur l'axe du méridien, qui signifie les réalisations du moi, se place la pensée humaine, qui est la réalisation spécifique de l'être humain. C'est grâce à notre pensée que nous pouvons réaliser quelque chose, et du point de vue familial, et du point de vue professionnel. À la pensée, je dirais, moi, du point de vue de l'intelligence. Comme l'être humain est une incarnation, on comprend aussi bien qu'il y ait en lui, d'une part, une pensée désintéressée qui l'élève vers l'espère supérieure, le MC, le milieu du ciel, la carrière, la position sociale, la maison 9, les spéculations de l'esprit, les études supérieures, la recherche de la vérité, si vous voulez, la recherche des normes, la recherche d'un sens à sa vie. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment réaliser tout ça? La maison 9 peut nous donner des indications. Et d'autre part, bien sûr, une pensée tournée
vers les réalisations pratiques de la vie quotidienne, qui nous sont nécessaires aussi, hein. Le bon sens, c'est celle de la maison 3. On se souvient peut-être de cette anecdote de l'histoire de la pensée grecque, où le philosophe marche en regardant les étoiles, et tout le monde se moque de lui parce qu'il est tombé dans un trou. Ben, il regardait la maison 9. Mais il ne voyait pas ce qui se passait sous ses pas, la maison 3, la réalité concrète et réelle des choses. Et donc il est tombé dans un trou, et tout le monde se gaussait de ce philosophe qui avait la tête dans les étoiles, mais qui n'était pas foutu de mettre ses pieds là où il fallait. Donc la maison 3 appartient au fond du ciel, donc au symbolisme lunaire. Elle appartient à la carte de terre, carte de feu de l'ascendant au milieu du ciel, c'est un petit rappel parce que vous le savez déjà. Carte d'air, mise en relation et en communication, milieu du ciel au descendant. Carte d'eau, assoupissement, endormissement, sommeil du descendant au fond du ciel. Et puis repolarisation, reconstitution, réveil, c'est ce qui va du fond du ciel vers l'ascendant pour un nouveau tour, etc. Bon. Celle de la vie, la carte de terre, est celle de la vie qui se prépare activement, et notamment elle se prépare à une vie extérieure. La première préparation à la vie est celle de l'écolier qui apprend les éléments d'expression nécessaires à la vie. Et c'est amusant parce que Madame Sant'Agostini a été une enseignante tout au long de sa carrière. Et elle a terminé directrice d'enseignement d'un collège, je crois, et elle a continué à travailler avec des juges pour enfants dont le travail consistait à replacer des enfants dans les meilleures conditions possibles. Donc, la première préparation à la vie, les éléments d'expression nécessaires à la vie, elle dit que c'est à la maison 3, l'écolier. Mais non, c'est la famille. On apprend à marcher et à parler dans sa famille. Et on n'y apprend pas d'une manière scolaire, mais on y apprend de manière naturelle. On entre dans sa langue et dans son langage, ce qui fait qu'un enfant de 3 ans peut parler un allemand assez compréhensible, assez correct, alors que moi qui ai 87 ans bientôt, je serais bien ennuyé si je devais prononcer une phrase en allemand. Donc n'oublions pas ça, hein. Nous commençons par apprendre avant même de nous en apercevoir, et c'est justement tout cet apport, tout cet héritage qui nous vient de la CAC, qui nous vient du passé, qui nous vient des racines, qui nous est offert comme sur un plateau, et dans lequel nous entrons comme dans du beurre, comme diraient mes gosses. C'est pourquoi la maison 3 symbolise l'expression et ses diverses formes, aussi bien la parole que les écrits. On a beaucoup d'indications sur la pensée, la façon dont quelqu'un s'exprime, manifeste sa communication en observant la maison 3. Petit b, la formation du sujet en vue de l'acquisition de ses moyens d'expression. Est-ce qu'il est doué ou pas pour les études? Et quel type d'études peut-on lui conseiller pour l'orienter en fonction de ses dispositions naturelles? Enfin, dans la petit c, nous avons là quelques indications sur la vie de l'enfance, sur ses rapports avec ses frères et ses sœurs. Quelquefois, nous avons des maisons 3 très compliquées, ou très agressives, des rivalités, des conflits entre les frères et sœurs. Pensez à la maison 3 de Caïn et d'Abel. Le pauvre Abel devait avoir un Mars assez virulent, assez destructeur dans sa maison 3, puisque son frère l'a assassiné. Cator et Pollux, c'était pas mieux, hein. Et dans la famille des Atrides, chez les Grecs, alors n'en parlons pas. Par extension, le milieu familial dans lequel on vit, la famille proche et les voisins, tout ça c'est la maison 3. Les petits voyages, qui nous permettent justement d'entrer en communication avec un monde assez proche et de nous instruire, et qui élargissent nos possibilités de connaissance, mais aussi nos possibilités d'expression.
La maison 3 est bien celle de la pensée concrète, aucune pensée ne pouvant exister sans possibilité d'expression. Avoir des belles idées en tête et pas pouvoir les exprimer, ça ne sert à rien. Ces possibilités doivent être comprises dans un sens très large. Le moyen spécifique d'expression, spécifiquement humain, étant le geste, aussi bien le geste du peintre qui s'exprime dans son tableau que le geste du musicien qui joue de l'instrument, le geste laryngo-buccal qui permet la parole, le geste graphologique qui permet l'écriture. Et bien sûr, on entend derrière la présence de la planète Mercure, qui est la grande planète de l'expression, quelque forme qu'elle prenne. La maison 3 est bien celle de la pensée pratique, puisqu'elle marque la nécessité pour chaque homme de s'exprimer dans la vie courante pour avoir des relations normales avec les autres hommes. L'astrologie mercantile, la maison 3, c'était les lettres. Ah, vous avez Mercure en maison 3, demain le facteur va mettre une lettre dans votre boîte. C'est une façon de faire l'astrologie qui est très amusante, que je caricature, que je ne condamne pas, mais enfin, c'est tellement loin de la portée de ce que peut nous offrir cet outil, que vraiment, il y a de quoi en rire. La maison 3 correspond au signe des Gémeaux, le troisième signe, troisième maison, signe intellectuel, où on découvre le monde avec une grande curiosité, dont le maître est Mercure, qui représente un personnage adolescent, au moment où nous nous formons, au moment où nous cherchons des modèles, sans encore avoir la possibilité de bien choisir entre ces modèles, d'où la souplesse de comportement du signe des Gémeaux, le côté changeant. Vous voyez les discours de M. Trump, qui a, je crois, le soleil en Gémeaux, mais je crois qu'il y a d'autres planètes dans le signe des Gémeaux. Ça peut varier d'un jour à l'autre. Il a sa ligne directrice, hein, mais il s'adapte aux événements. Voilà. Vous voyez notre Premier ministre, M. Lecornu, lui aussi, Gémeaux, qui est insubmersible, ce M. Lecornu, quelles que soient les minorités, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, quelles que soient les minorités auxquelles il a affaire, il arrive toujours à s'en sortir, à trouver la solution qui permettra de continuer, au moins jusqu'à l'élection présidentielle prochaine. Alors, face à la maison 3, nous sommes à 29 minutes, ça va, nous avons encore un peu de temps, nous avons la maison 9, qui appartient à la zone du milieu du ciel, donc au symbolisme solaire. Elle se situe juste après le milieu du ciel, toujours dans cet ordre du zodiaque qui monte, qui culmine et qui redescend dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Elle appartient à la carte d'air, l'élévation de l'homme qui se détache de lui-même pour une vie supérieure. C'est la maison de la pensée abstraite, des recherches désintéressées. J'hésite un peu avec ce mot désintéressé. Vouloir se réaliser dans la vie, vouloir s'accomplir, faire quelque chose de bien, de soi, donner un sens à son existence, c'est quand même obéir à un besoin. Donc c'est pas totalement désintéressé. En tous les cas, c'est désintéressé du point de vue financier. Les recherches que nous entreprenons à la 9 ne sont pas destinées, sauf pour les anormaux, ne sont pas destinées à nous remplir les poches, elles sont destinées à nous ouvrir l'esprit et à élargir notre cœur. Donc, des recherches désintéressées, de la philosophie, de la religion, de la mystique, de la culture, d'un art quelconque, tout ça, c'est un élan vers la connaissance et vers le dépassement de soi, c'est vrai. Elle marque l'élévation morale du sujet et sa vie spirituelle. Elle correspond aux facultés supérieures de l'esprit. Par extension, les déplacements en pensée, les visions, les intuitions. Elle marque aussi une tendance au grand voyage,
ou au voyage à l'étranger. Et je disais, je crois, dans un cours précédent, que les grands musiciens du 19e siècle, ou bien les grands peintres, avaient tous l'envie d'accomplir leur voyage en Italie, de se mettre en contact des grands chefs-d'œuvre de la musique, de l'architecture et de la peinture italienne, pour se nourrir, pour nourrir leurs propres pensées. Au fond du ciel, la maison 3 que nous avons vue est du côté de l'ascendant, le moi. Au milieu du ciel, la maison 9 est du côté du descendant, l'autre côté de la ligne méridienne, les autres. Il est bien entendu que ces considérations sont uniquement psychologiques et n'impliquent en elles-mêmes aucun jugement moral. Il n'y a aucune raison pour qu'une maison 3 n'appartienne pas à un sujet d'une très haute valeur morale. Le cas de Pasteur est un bel exemple, c'est vrai. Je vous montrerai, j'aurai l'occasion peut-être de travailler son thème avec vous dans un cours ultérieur. Maison située hors des deux axes, nous allons passer, après cette revue des 4 maisons qui entourent le méridien, après avoir vu les 4 maisons qui entourent l'horizon, et bien sûr c'est 4 et 4, 8, et il y en a 12. Donc il nous en reste 4, ce sont des maisons qui occupent le centre des 4 cartes. Une carte de maison se constitue d'un signe angulaire, celui qui est les signes qui sont près de l'ascendant, du milieu du ciel et du fond du ciel du descendant. 1, 7, 10, 4. Les signes cadents, les signes succédants, les signes succédants, c'est ceux qui succèdent aux signes angulaires, c'est ceux qui occupent le centre des cadrans de maison. Et puis nous avons cadent, ça vient du mot choir, chuter, tomber, partir, se dissoudre, disparaître. Ce sont les maisons qui correspondent bien sûr aux signes mutables dans le zodiaque. Alors, ces 4 maisons, bien sûr, sont l'axe 2-8 et l'axe 5-11. Alors cette fois-ci, je vous ai gâté parce que après le rouge, nous sommes passés au vert et du vert, nous passons au bleu. Les voilà. 2, 8, 5, 11. Ces 2 axes, nous dit Sant'Agostini, nous donnent les moyens qui sont mis à la disposition du sujet, A, pour se réaliser lui-même, B, pour réaliser quelque chose dans sa vie. Axe de maison 2-8. 2-8, analogique, si vous vous souvenez bien, à l'axe taureau-scorpion. 2e signe, 8e signe. Il faut à l'homme, pour se réaliser lui-même et pour réaliser quelque chose dans la vie, un minimum de possessions matérielles, sans lesquelles toute vie spirituelle devient impossible. Nous sommes incarnés, ne l'oublions pas. Ceci a été dit et redit avec force par les plus hautes autorités spirituelles. L'homme, être incarné, a besoin de se nourrir, de se vêtir, de se loger. L'astrologie marque ces 3 nécessités de l'homme incarné. C'est la maison 2. Je vais peut-être amener pas un rectificatif, mais un corollaire. La maison 2 se situe dans la 2e partie de la zone lunaire, entre minuit et le lever du soleil. Elle est dans la carte de Terre qui indique tout ce que l'être accumule pour se former lui-même avant sa manifestation solaire. L'acquisition des biens matériels, maison 2, est très bien placée dans ce secteur du cercle de la vie. Il faudra en juger d'après les planètes, signes et aspects, en se souvenant que les configurations astrologiques
marque d'abord et avant tout le psychisme du sujet, et qu'elle ne marque les événements de l'existence qu'en fonction de ce psychisme et secondairement. Une excellente maison 2 signifie donc que le sujet est content de ce qu'il possède, et non qu'il possède beaucoup. Un homme peut être riche avec un Saturne en maison 2 si ses richesses lui paraissent suffisantes. Je vais vous donner deux exemples. Ma première élève, ça remonte à 1981, oui, c'est pas d'hier, est une dame qui était passionnée d'astrologie, elle n'avait jamais pu prendre de cours, elle était elle aussi directrice d'une école primaire, et son mari était directeur. Elle avait une magnifique conjonction Soleil-Jupiter qui évoque vraiment la pleine réussite en règle générale. Dans les poissons, qui est le signe de Jupiter, donc où il peut s'exalter au maximum, et en maison 2, la maison des finances. Et elle me faisait rire parce qu'elle me disait qu'un jour, il y avait une sorte d'astrologue qui s'était installé devant une grande surface de son coin, du coin où elle habitait, et elle lui avait montré son thème. Il a dit « Oh là là, vous avez Soleil, Jupiter en maison 2, vous devez être riche. » Alors elle avait ri parce qu'elle ne possédait rien. Par contre, ce qu'elle possédait, c'était une grande générosité. Cette femme avait créé la maison de la culture pour les jeunes de son village. Elle s'occupait de l'équipe de foot du coin. Elle leur préparait les repas gratuits. Elle se dévouait corps et âme pour animer la vie culturelle, la vie sportive de son coin. Et elle débordait de générosité. Et elle était très heureuse de sa retraite de directrice d'école. Ça lui suffisait amplement. Donc elle était en accord avec ce qu'elle possédait. C'est là où peut-être, je corrigerai un peu Sant'Agostini, les dons de la maison 2 ne sont pas seulement ceux qui sont nécessaires à notre vie matérielle. Je vais moi un peu plus loin. Les dons de la maison 2, c'est ce que nous possédons en naissant. Et dispositions innées que nous allons pouvoir exploiter, développer, travailler pour pouvoir gagner notre vie éventuellement, effectivement, pour gagner notre vie et faire face à nos besoins matériels. Mais au départ, ce que nous avons en maison 2, ce sont des dispositions qui viennent compléter des dons, des dispositions intérieures, hein, je crois qu'on ne peut pas trouver d'autres mots, des dons particuliers qui viennent compléter les dispositions qui apparaissent caractérologiques, tempéramentales, comportementales, qui apparaissent à l'ascendant. La maison de nous, dit-elle, ne marque donc pas la quantité des possessions du sujet, mais son état de satisfaction ou de non-satisfaction au sujet de ses biens. Madame Brigitte Bardot a un Saturne en maison 2. Elle paye l'impôt sur la grande fortune, mais elle ne vit pas. Elle vit tout simplement dans sa villa de Saint-Tropez, avec ses chèvres, ses ânes, ses chiens et ses chats. Elle anime une fondation qui a une trentaine de représentations dans 30 pays différents. Elle fait vivre une centaine de personnes par sa fondation. Et donc, et elle a fait mettre ses biens au nom de cette fondation. Donc, dans le fond, elle s'est complètement dépouillée. Saturne en maison 2. La maison 2 correspond au signe du Taureau, deuxième signe, deuxième maison, épanouissement des biens terrestres, acquisition des biens matériels. Oui, c'est vrai, mais en même temps, le don, c'est quelque chose que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu un corps qui a ses propres besoins, sans quoi je ne serais pas là à vous parler si je n'avais pas de corps. Mais j'ai reçu aussi des dispositions intérieures, des qualités, des richesses intérieures qui sont représentées par la maison 2 et qui me permettront de m'exprimer plus tard. La maison 8, en face, 2, 8. Elle est celle de la perte des biens matériels, particulièrement les pertes brutales dues à des causes extérieures. Les
crises de la vie, tout simplement. Pour comprendre la maison 8, nous dit Madame Sant'Agostini, dans son symbolisme profond, il faut se rappeler qu'elle est située en carte d'air, sur le chemin qui mène le sujet de sa réalisation, le maximum au milieu du ciel en haut, à sa disparition, quand il va passer derrière l'horizon, pour laisser la place aux autres descendants. Deuxièmement, il faut se souvenir qu'il faut aussi donner à l'expression bien matérielle le sens le plus large, allant jusqu'à la possession de son propre corps. Donc notre corps n'est-il pas le premier de nos biens? Et ne devons-nous pas le perdre un jour pour acquérir la vie éternelle? Pour ceux qui, comme moi, croient à la vie éternelle. Pour ceux qui n'y croient pas, tant pis. C'est joué une bonne fois pour toutes. Or, petit à petit, une vie normale apprend aux humains à perdre leur corps en le donnant. La vie sexuelle, et là on approche vraiment du symbolisme du scorpion, n'est pas autre chose. La vie sexuelle, l'amour dans sa forme normale, le mariage, c'est l'apprentissage de l'oblativité, carte d'air, les autres, se donner aux autres. Par le don de son propre corps, bien sûr. Il y en a qui le donnent très volontiers et très souvent à de nombreuses personnes. Je ne sais pas si on est totalement dans le symbolisme profond du scorpion, dans une dérive du scorpion. Mais normalement, quand on aime quelqu'un et qu'on l'épouse, on se donne à lui corps et âme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça va bien vouloir dire quelque chose. Le don de son propre corps, d'abord à l'autre, puis à ses enfants, avec le risque de mort que cela comporte pour la femme, qui risque de mourir en mettant son enfant au monde. Pensez à ce merveilleux personnage de Mélanie dans Autant en emporte le vent. Le médecin, après son premier accouchement qui a été très difficile, lui recommande de ne jamais plus avoir d'enfant. Or, la voilà enceinte une deuxième fois. Et le capitaine Butler, le héros du film, Gary Gable, l'interroge et il s'étonne. Il dit, mais comment le médecin vous l'avait interdit? Et elle lui répond, c'est la vie, capitaine, c'est la vie. Je ne vous garantis pas le mot à mot, bien sûr. C'est un film de 1939, l'année de ma naissance. Je peux avoir oublié un peu le dialogue, mais je me souviens de ce mot, la vie, c'est la vie. On n'arrête pas la vie. Et si la vie passe par nos propres morts, eh ben, elle l'accepte pour donner la vie. On est bien loin de notre hédonisme actuel. Autre chose, nous sommes toujours dans la carte d'air, donc dans la communauté, dans la relation avec les autres, notamment notre famille, nos amis, tout ce que nous aimons, notre pays. Et le soldat qui meurt à Verdun, ou bien les soldats, les policiers qui meurent dans nos banlieues actuellement agressés par la racaille, eux aussi donnent leur vie, et leur vie pour que la nation survive. Donc effectivement, à la maison 8, et aussi analogique au scorpion, nous perdons la vie, nous perdons le corps, mais c'est pour que la vie continue au-delà de nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce qui se passe entre le Verseau, le moment où la vie renaît, où la radicelle commence à remonter vers la lumière, on a les premières fleurs, et nous savons que 9 mois plus tard, au Scorpion, elle va mourir, mais elle va lâcher sa graine qui va renaître et qui va recommencer à pousser vers la surface de la Terre, à s'élever, à fleurir, à mûrir, justement au mois du Verseau. Il faut absolument que vous pensiez à ces relations qui unissent des signes qui paraissent tellement opposés, et voir combien ils se répondent l'un à l'autre, et combien ils travaillent dans la même perspective qui est de chanter la vie et de susciter la vie.
Petit à petit, une vie normale apprend aux humains à perdre leur corps en le donnant. La vie sexuelle n'est pas autre chose. La vie sexuelle, l'amour dans sa forme normale, le mariage, c'est l'apprentissage. Bon, ça je l'ai dit. Nous venons d'être obligés d'unir en une même phrase ces deux termes, l'amour, la mort. Vous savez que ce thème profond de l'identité de l'amour, plus exactement de la vie sexuelle et de la mort, a été chanté par de nombreux poètes. Amis, je veux chanter en même temps l'amour et la mort, des choses plus belles, il n'y en a pas au monde, ni dans les plus lointaines étoiles. Poème de Léopardi dans Amore et Morte. Retenons, nous dit-elle, cette entité profonde de la vie sexuelle et de la mort, et nous comprendrons toute la maison 8. Retenons surtout ce qui pousse un homme à sacrifier sa propre vie pour assurer la vie de ceux qui vont survivre, de ceux qui vont suivre derrière lui. Et effectivement, sans même aller jusque-là, nous voyons bien que l'axe 2-8 des possessions matérielles coupe à angle droit la maison 5-11 que nous allons voir, qui est justement celle de l'éducation des enfants, entre autres choses. Or, quand on a des enfants à élever, eh bien on se prive de beaucoup de choses et on meurt à beaucoup de désirs. On se prive quelquefois de vacances. On se prive d'un repas au restaurant pour pouvoir acheter à l'enfant le bonnet ou la trousse qui lui plaît. Et on fait des sacrifices bien plus grands encore. Donc l'axe de 8 est un axe de possession et de dépossession, mais dans le sens que je viens de dire, se déposséder pour quelque chose qui nous dépasse. Et se déposséder par amour. Retenons de cette identité profonde de la vie sexuelle et de la mort, et nous comprendrons toute la maison 8, nous dit Madame Santagossi, qui par ailleurs est restée célibataire toute sa vie. 1. La vie sexuelle où l'être se renouvelle par le don de son corps, il assure la survie de l'espèce. 2. La mort où l'être se renouvelle par l'abandon total de son corps, parce qu'il sait qu'il va s'ouvrir à la vie éternelle. Pensons, nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la fête de Pâques, et pour les chrétiens qui écoutent ce cours, pensons à la passion du Christ. Il donne sa vie pour le salut de la vie, pour le salut des hommes. On ne peut pas trouver meilleur exemple de la signification profonde du scorpion que celle de mourir pour le salut des autres. La maison 8 est aussi l'arrachement aux biens matériels, puisque la mort va nous les prendre de toute façon, c'est pas la peine de s'y attacher. Les héritages, qui nous viennent par la mort, mais que nous allons laisser derrière nous, et je crois que c'est encore plus important. Les dons, qui nous viennent éventuellement par les autres, mais les dons que nous pouvons faire. C'est pourquoi il y a toujours cette ambiguïté, cette dualité dans la maison 8 et dans le signe du scorpion. La maison 8 correspond au signe du scorpion, 8e signe, ça nous le savons. Dans le cycle de la nature, c'est l'autodestruction pour le renouvellement. Chez l'homme, c'est la destruction du corps pour le renouvellement de l'être. Puisque malheureusement nous sommes mortels, la seule façon de rencontrer l'éternité, c'est de nous propager, c'est de nous survivre à travers nos enfants et à travers ce que nous laissons derrière nous. Du table rase, du monde passé faisant table rase que chantent les révolutionnaires de tout poil, c'est absolument contraire à la vie. Et c'est pourquoi ça échoue toujours. Entre-temps, il y a beaucoup de cruauté, beaucoup de violence et beaucoup de destruction, mais à la fin, ça échoue toujours. Et les entreprises de ceux qui veulent actuellement dissoudre la nation française, la détruire pour installer une humanité nouvelle, soi-disant, sont voués à l'échec, mais si nous ne les arrêtons pas, ils nous feront beaucoup souffrir d'ici là. Alors écoutez,
Nous sommes à 50 minutes, c'est beaucoup trop, j'arrête là. Nous verrons l'axe 5-11 au cours suivant. Je vous remercie.